Très heureuse de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le gouvernement béninois a engagé une série de réformes pour moderniser l'administration territoriale et stimuler le développement local, en déconcentrant les services de l'État en mettant en place de nouveaux départements et chefs-lieux. Vous suivez dans cette édition le point de vue d'une figure politique béninoise sur cette réforme. Pratiquée depuis des siècles, la tradithérapie reste aujourd'hui un recours privilégié pour des personnes fondée sur l'usage de plantes médicinales. Cette médecine traditionnelle puise directement dans la nature, mais cet usage intensif soulève des questions. Quelle est son influence sur la biodiversité? La réponse dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété ce jeudi 3 jours de deuil national à la suite du décès d'au moins 29 lycéens survenus le mercredi lors d'une bousculade provoquée par l'explosion de transformateurs électriques en pleine session du baccalauréat. Elle fait partie des réformes phares du second quinquennat du président Patrice Talon. C'est la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, une réforme qui cristallise toutes les attentions et qui vise, selon le gouvernement, à renforcer et à améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les 117 communes du Bénin. Pour la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Sedami Medegan Fagla, cette réforme constitue une réussite. Suivant. Lorsqu'on fait une réforme et qu'on l'applique à un moment, on s'arrête pour savoir si, pour se poser la question collectivement de sa pertinence, de son utilité, et aussi savoir s'il y a des ajustements, des améliorations à apporter. Et la réponse unanimement sur la question de la pertinence, de l'opportunité de la réforme, elle est oui, elle est positive. Tous les maires ont reconnu que cette réforme a changé leur vie, que cette réforme était nécessaire et que ça leur a permis de les dégager d'un certain nombre de contraintes ou de responsabilités. Et qu'ils l'assument, qu'ils en sont fiers, qu'ils sont contents et que cette réforme doit continuer. On doit continuer à fonctionner ainsi, séparer le politique de l'administrateur, de celui du technique dans nos mairies. Aujourd'hui, dans nos mairies, nous avons des cadres qui ont des compétences dans les domaines requis pour les problèmes qui sont administratifs et qui sont de la gestion quotidienne de la mairie et de la commune. Donc aujourd'hui, nous avons des cadres compétents dans nos mairies et au service de notre population. Le rôle du politique, en réalité, est renforcé même parce que le politique, c'est lui qui oriente la politique, qui définit la politique qui doit être appliquée dans la commune, n'est-ce pas? Et qui oriente les actions. Mais celui qui met en œuvre maintenant sont les administratifs et cet équilibre est parfait pour tout le monde aujourd'hui. Malheureusement, dans la pratique, il s'est avéré qu'au bout de 3 ans, on a vu qu'il y a des endroits où ça n'a pas bien fonctionné. Entre les techniques qui sont arrivées et les politiques, ça n'a pas fonctionné. Et les politiques ont expliqué les difficultés qu'ils ont eues. Parce que si ce duo-là ne fonctionne pas, c'est la population qui en pâtit. C'est la commune dans tout son ensemble qui en pâtit. Et c'est pour cela que les maires ont insisté sur des choses qu'ils ont vues apparaître ou des choses qui se sont passées, des difficultés de collaboration qu'ils ont eues et qui sont liées au mode de désignation. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? On tire toujours au sort. On tire toujours au sort. On n'a pas dit que les maires vont désigner qui ils veulent. Le tirage au sort, c'est d'abord, c'est un concours national. À l'issue du concours national, ceux qui passent, ceux qui répondent aux critères sont tous mis dans un pot commun et vous tirez 3 sorts. Le hasard est toujours maintenu. Et sur ces 3, vous en choisissez un. Donc,
moi je ne vois pas où est la polémique. Où est la polémique là? Il n'y en a pas, je vous en prie. Le tirage au sort est maintenu et conservé. On donne seulement au maire de dire, bon, voilà 3 personnes, voilà leur profil, voilà leur histoire, voilà enfin, leur profil, leurs compétences, leur CV, en gros, leur expérience professionnelle, lequel serait le... Et ça laisse la latitude au maire de dire, parmi ces 3 CV que vous m'avez présentés, celui-là semble avoir le meilleur profil pour administrer la mairie à nos côtés. Je pense qu'en réalité, c'est un moyen de faire des duos équilibrés, d'accord? Et de laisser quand même une certaine latitude aux politiques pour qu'ils puissent voir le CV de la personne qu'on va mettre à sa disposition et qu'il ait son mot à dire dedans. Si le politique même a son mot à dire dedans, il ne pourra que s'en prendre à lui, même si ça ne marche pas. Il ne pourra pas dire que c'est la faute de ceux qui ont fait le tirage au sort ou de la faute de ceux qui ont mis les personnes à disposition. Donc c'est un compromis qui a été trouvé qui ne met en rien en mal la nécessité, la pertinence de cette réforme et le fait que c'est une réforme qui a réussi. Vous demandez à tous les maires aujourd'hui, c'est une réforme qui a réussi, au-delà même de nos espérances. Mais comme dans la vie de toute chose qu'on met en œuvre, qu'on démarre, il y a des ajustements à faire. Et c'est ces ajustements que nous sommes en train de faire pour aller encore plus loin grâce à cette réforme. Passons à présent à l'univers des médias au Bénin. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a officiellement clôturé ce jeudi la première session ordinaire de l'année 2025. Lors de son intervention, il a évoqué plusieurs chantiers en cours, mettant notamment l'accent sur les préparatifs de l'institution en vue des élections générales de 2026. Suivons un extrait de ses propos. Quand nous aurions fini, nous ne sommes pas en train, cette RAC n'est pas en train de chercher à être une RAC populaire. Nous serons une RAC efficace. Cela vaut mieux que toute autre chose. Tous les promoteurs à qui nous avions donné une deadline le 30 juin, ça tient. Et vous avez vu, on a cité des télévisions amies à nous. Si ce n'est pas que nous serions en vacances, nous allons les fermer sans état d'âme. Quand le 30 juin viendra et que nous ferons le point, ceux qui ne seront pas à jour, vous comprendrez que une des premières décisions à la reprise, ce sera de prendre les décisions qui s'imposent, parce qu'ils ne seraient pas à jour. Mais ils ont heureusement maintenant un répit de quelques semaines encore, parce que la session, nous pouvons ouvrir notre session que dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. Dans tous les pays, on a fini par l'oublier, on ne peut pas faire la publicité d'un médicament. On ne peut pas faire la publicité d'une école. Un avocat ne doit pas faire de la publicité. Ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est interdit. C'est des domaines où c'est la pratique et le savoir-faire qui doit être la publicité. On ne fait pas de publicité sur les médicaments. Un médecin ne doit pas faire de la publicité. Un avocat ne doit pas faire de la publicité. Une école ne doit pas faire de la publicité. C'est interdit dans tous les pays. Le gouvernement, quant à ce qui concerne les médicaments, vient de prendre un nouveau décret qui date de 2024 pour rappeler. Ce n'est pas seulement pour nos praticiens. C'est vrai qu'eux, ils exagèrent un peu. Vous avez le même médicament, le même produit, et sans rire, on dit que ça guérit l'hypotension et l'hypertension. Et nous diffusons ça. Mais c'est plein. Le même produit qui guérit l'hypertension, qui guérit aussi l'hypotension. C'est-à-dire, on prend les populations pour bêtes, et les populations sont paraissent vraiment bêtes parfois. Et elles dépensent pour des savons. Le bonhomme dit qu'il va vous rendre riche, lui-même vit dans un taudis. Et on le croit. Dans la même veine, nous nous sommes attaqués au problème des télévisions sur satellite, où certains appartiennent à des églises, où les bonnes dames sont obligées d'aller acheter la chaise à 5 000 francs. Vous savez même qu'il y a des télévisions où on demande aux gens de poser leurs mains sur leur poste téléviseur pour qu'on leur fasse des prières. Et les gens le font. Vous pensez réellement qu'on peut évoluer avec ça? Si nous ne décidons pas, c'est le rôle de la RAC. Ce ne sera pas facile, mais nous allons le faire.
Les prières de guérison, nous sommes tous ici des hommes de foi. On peut être guéri par la prière, par autre chose. Mais on ne fait pas la publicité de ça. Si un pasteur guérit vraiment par la prière, il n'a pas besoin de le dire. Si un bokono ou un marabout est très efficace, il ne fait pas la publicité. Les gens le savent. Ils prennent leur voiture les week-ends pour aller dans les coins les plus reculés, chez les bokonos les plus efficaces. Et nous le faisons tous ici, non? Bien, bon, bref. Personne ne va avouer. C'est vous dire que nous n'avons aucun besoin de publicité, ni faire mal pour certaines décisions. Nous voulons juste appliquer les textes. Juste. Donc, ne croyez pas que la hack qui est là, non. Je sais que vous savez que c'est juste pour notre bien commun. Je vous l'annonçais dans les titres, la tradithérapie qui s'appuie sur l'utilisation des plantes médicinales reste une pratique essentielle dans de nombreuses communautés. Toutefois, la demande croissante en ressources naturelles liées à cette médecine traditionnelle exerce une pression importante sur la biodiversité. Ce constat soulève aujourd'hui un défi majeur: comment concilier valorisation des savoirs ancestraux et préservation des écosystèmes suivants. Biodiversité, c'est tout ce qui vit. Donc cette nature-là est partie intégrante de la biodiversité. Et nous, tradis praticiens, non seulement nous œuvrons aux côtés de Dieu à entretenir la création, donc la nature, nous essayons de comprendre, parce qu'on ne maîtrise la nature, ça c'est un principe très cher, on ne maîtrise la nature qu'en lui obéissant. Donc nous obéissons à l'air, nous obéissons au sol, la terre, nous obéissons à l'eau, à la faune, à la flore. Donc en obéissant à ces composantes naturelles de l'environnement, nous en tirons des expériences, nous avons des connaissances. Et ce sont ces connaissances qui font que nous pouvons, tout en obéissant, en respectant ces composantes, leur demander de venir nous aider à régler les problèmes des autres hommes. Pour aller à la labellisation, il y a des conditions, il y a des conditionnalités. La plante, pour être efficace, ça dépend de la matière première. Donc, la plante peut ne pas avoir toutes les substances, donc le principe actif au moment de la cueillette. Donc, il faut savoir à quel moment prélever la matière première. Tradis praticiens particulièrement relaient l'effet, relaient la création, relaient l'œuvre de Dieu. Donc, en prélevant, nous-mêmes on a besoin. Nous souffrons de la disparition du fait de l'action anthropique, de l'ignorance, de l'utilisation par exemple des intrants chimiques de synthèse. Nous voilà, un peu comme les herbicides. Voilà, Toto. Là, c'est pas sélectif, toute herbe s'en va, mais il y a beaucoup de nos essences herbacées très utiles, très utilisées dans la confection de remèdes très efficaces qui partent et qui disparaissent. C'est le cas de Tchara Tchara, j'en ai parlé, qui guérit la tuberculose osseuse. C'est ça qu'on appelle à l'ogri, la bosse. Oui, maintenant il y a beaucoup de bossures, regardez. Nous travaillons aussi à faire avancer, voilà, la sacralisation des espaces au Bénin. C'est seulement comme ça que nous aurons beaucoup plus de forêts sacrées et de jardins botaniques pouvant enrichir, je dis enrichir la biodiversité durablement. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, enfin les générations futures n'auront pas leurs besoins hypothéqués. En interactualité, la capitale kenyane porte encore les stigmates des affrontements qui ont secoué le pays.
Des bâtiments carbonisés, des rues jonchées de débris témoignent de l'intensité des heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Les autorités ont qualifié ces événements de tentative de coup d'État, une version contestée par les observateurs internationaux et les organisations de défense des droits humains. Le reportage. Au Kenya, le ministre de l'Intérieur accuse les manifestants d'avoir tenté de renverser le gouvernement au cours d'une journée de turbulences meurtrières. Il s'agit de cette manifestation de mercredi commémorant les protestations d'il y a un an. Kipchumba Murkomen a déclaré jeudi lors d'un point de presse que les manifestants tentaient de mettre en œuvre un changement de régime. En réaction, les organisateurs de la marche évoquent une tentative du ministre de détourner l'attention populaire des revendications. Mercredi, plusieurs milliers de Kenyans avaient répondu à l'appel de la rue avant que la masse ne soit dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les autorités ont expliqué que la police avait été contrainte de retenir les grandes foules qui cherchaient à s'approcher du Parlement et de la State House, la résidence du président. La violence a fait au moins 16 morts des tirs des forces de l'ordre, selon Amnesty International. La République centrafricaine observe 3 jours de deuil national après un drame survenu le mercredi dans un lycée à Bangui. 29 lycéens sont morts et 260 ont été blessés dans une bousculade déclenchée par l'explosion de transformateurs électriques durant les épreuves du baccalauréat. Le Premier ministre a rendu visite aux victimes hospitalisées, tandis que les familles Abassoudi peinent à contenir leurs émotions. Suivant. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national jeudi, après la mort d'au moins 29 lycéens. Le Premier ministre s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital, les familles dans la consternation. La police m'a appelé et m'a dit de venir rapidement à l'hôpital communautaire parce que ma fille s'y trouvait. Elle fait partie des victimes du lycée Barthélemy Boganda. Elle était dans un état critique et nous avons dû la transférer ici. Quand vous avez un enfant, vous l'élevez jusqu'à un certain âge et vous devez soutenir sa scolarité parce qu'il est votre avenir. Maintenant, ma fille est dans un état critique et si elle meurt, ma vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour qu'elle aille mieux. Ces élèves ont été victimes d'une bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique mercredi pendant les épreuves du baccalauréat au lycée Barthélemy Boganda de Bangui. Hier, c'était le comble hier. Nous avons arrivé à stabiliser la situation avec l'arrivée de la sécurité. On a pu reçu 85 malades, victimes des événements d'hier du lycée Barthélemy Boganda. Et nous avons eu 65 aux urgences, 10 en gynéco et les 10 autres au service de la traumatologie. Et on a déploré les cas de décès, dont 15 jeunes filles et 2 enceintes et puis 2 garçons. Les autorités ont promis des mesures au plus vite afin d'élucider les circonstances de ce drame. Au Soudan du Sud, une cour martiale est officiellement ouverte. À Waou, cette cour doit examiner 28 affaires impliquant des membres des forces de défense des peuples Soudan du Sud, dont 15 pour des crimes graves tels que le viol, le meurtre. Cette initiative marque une avancée importante vers plus de discipline, de justice et de transparence au sein des forces armées du pays. Le reportage. C'est une avancée importante vers plus de discipline, de justice et de transparence au sein des forces armées du Soudan du Sud. Une cour martiale est ouverte à Wau, capitale de l'état de Bahr el-Ghazal occidental. À peine ouverte, elle doit examiner 28 affaires, dont 15 pour des crimes graves tels que le viol et le meurtre, impliquant les forces de défense du peuple du Soudan du Sud.
Ces personnes s'efforcent désormais d'instaurer une discipline rigoureuse au sein de l'armée. Il y aura des comptes à rendre. Et cette obligation s'applique à toute personne ayant commis une infraction. Nous plaçons la redevabilité au cœur de notre action. Les auteurs de fautes doivent en répondre. Cette responsabilisation servira de dissuasion pour tout soldat ou officier qui envisagerait de commettre des actes répréhensibles. Dans un pays miné par l'insécurité et où l'accès à la justice reste difficile dans de nombreuses régions, des membres de la société civile saluent cette démarche. Notre mission est de représenter la victime dès le début de la procédure jusqu'au verdict final, que nous considérons comme un jugement équitable. Nous apportons également un soutien psychologique, car la victime peut être traumatisée par ce qu'elle a vécu. Il s'agit aussi d'assurer sa protection juridique, car certaines victimes ont peur de témoigner ou redoutent des représailles. Une session de dialogue est prévue le 6 juillet prochain afin de mieux informer la population sur le déroulement et les objectifs de ces procédures judiciaires militaires. Après plusieurs mois de blocus israélien, des convois humanitaires ont enfin pu pénétrer ce mercredi dans la bande de Gaza. L'aide alimentaire est acheminée sous l'égide du programme alimentaire mondial, apportant un soulagement aux populations locales. La situation reste toutefois préoccupante. La région est au bord de la famine avec 22% des habitants qui risquent bientôt de basculer dans une insécurité alimentaire catastrophique. C'est après moi. Des habitants de Gaza retournent chez eux avec de la farine distribuée par les humanitaires. Après des mois de blocus imposés par Israël, des convois d'aide sont entrés mercredi dans l'enclave palestinienne. Les vivres sont distribués sous la bannière du programme alimentaire mondial. Un soulagement pour les bénéficiaires. Nous avons été très heureux de recevoir de l'aide car nous avons attendu pendant des mois sans avoir de la farine et mes enfants pleuraient tout le temps. Grâce à Dieu, les camions sont sécurisés et nous pouvons recevoir l'aide de manière plus ordonnée que lors des pillages. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter un sac de farine qui coûte entre 590 et 890 $. Des habitants se sont donc rassemblés près d'un point de distribution où des travailleurs humanitaires vêtus de gilets jaunes distribuaient des sacs de blé portant le logo du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Un environnement qui contraste avec l'agitation constatée lors de la distribution de l'aide par la Fondation humanitaire de Gaza, une ONG soutenue par les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir recevoir l'aide de manière organisée, mieux que lors de la distribution qui a été pillée par des gangs. Nous remercions toutes les organisations qui nous ont aidés à recevoir cette aide de manière respectueuse et humaine, en particulier Save the Youth Future Society, et que Dieu les bénisse. La bande de Gaza est confrontée à un risque critique de famine avec 22% de la population bientôt dans une situation catastrophique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.